Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. J'aurais pu dire que vous êtes également haut commissaire au plan et ça va compter parce qu'on se projette précisément sur l'avenir. Hier donc, présentation de ce texte qui est un texte, dit la Première ministre, d'équilibre, de justice, de progrès. Les syndicats ont immédiatement répondu par l'organisation d'une journée d'action. Elle aura lieu jeudi, la semaine prochaine, le 19 janvier. Le gouvernement doit-il tenir bon face à cette rue qui se prépare ? Lorsque vous présentez une réforme, si vous entrez dans le débat en considérant que vous allez reculer, c'est même pas la peine de la présenter. Donc, bien sûr, le gouvernement va défendre son projet, peut-être l'enrichir. La Première ministre a dit qu'on n'était pas au bout du travail qui devait être fait. C'est pas la même chose d'aller au bout avec le texte présenté hier et de l'enrichir, comme vous dites. Ouais, bon. Vous dites il faudra l'enrichir, il faudra le modifier. Alors, quel est le but du texte ? Le but du texte, c'est, en constatant que les régimes de retraite vont être en déficit aggravé dans les années qui viennent, de supprimer le déficit pour les années qui viennent, d'effacer le déficit. Ça ne veut pas dire que tous les déficits actuels sont effacés, mais on verra ça dans le temps, parce que cette question se posera nécessairement. Mais on efface, ou en tout cas on supprime les causes des déficits à venir. Mais il y a 1000 manières d'y parvenir et 1000 manières d'y faire la réforme. Il y a 1000 manières d'y parvenir. La Première ministre a eu raison d'insister sur le fait qu'il faut que ce soit une réforme juste. Il faut qu'elle soit perçue comme juste. Il faut que tous les citoyens, tous les Français se disent « bon, on voit bien que c'est nécessaire, mais tout de même, l'essentiel des préoccupations a été prise en compte. » Mais elle n'est pas juste aujourd'hui, cette réforme. Elle doit encore s'améliorer. Je pense qu'elle est améliorable. Je pense qu'on va entrer dans une discussion parlementaire qui va être ardue. On en dira peut-être un mot. Bien sûr. On va entrer dans un dialogue avec les Français. Les réflexions, les protestations. Vous dites avec les Français, pas avec les syndicats. C'est-à-dire que quand Laurent Berger, qui est un syndicat réformiste, la CFDT, dit on va s'engager dans une puissante mobilisation dans la durée. Le 19 janvier, c'est la première journée. Peut-être faut-il lire attentivement ce que Laurent Berger a dit. Alors dites-nous ce que vous avez entendu. Laurent Berger a dit il n'y a pas de doute, je traduis en français, et peut-être d'ailleurs je suis assez près de son texte, il y a des avancées et des progrès, notamment sur la pénibilité et les carrières longues. Il faut en tenir compte, il faut accepter de le reconnaître. Mais sur les mesures d'âge, nous sommes contre. Il dit non, non et non. Et nous sommes contre le déplacement de l'âge. Sauf qu'on ne voit pas le gouvernement bouger sur l'âge. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut ? Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement bouge sur l'âge ? Non, je pense que le gouvernement ne peut pas faire autrement que de défendre ce principe qui est de voir plus de Français au travail, et notamment plus de Français de plus de 60 ans au travail, parce que nous sommes le pays en Europe, et peut-être parmi tous les pays développés, nous sommes le pays dans lequel les plus de 60 ans sont le moins nombreux au travail, et ceci est une donnée vraiment très importante. Donc on peut réformer contre tous les syndicats unis, y compris contre la CFDT. C'est pas un souci dans un pays, vous prenez souvent le dialogue, de dire on va assumer d'être contre tous les syndicats. Oui, contre tous les syndicats, je crois qu'il y a beaucoup de nuances parmi les syndicats. Il y a pour l'instant un combat qu'ils ont décidé de livrer sur l'âge. Mais quand vous êtes dans un pays où le système de retraite, l'ensemble de l'équilibre des retraites, est si profondément menacé, y compris pour les pensionnés, ceux qui aujourd'hui touchent des retraites, vous entendez des voix qui disent « il faut demander des efforts aux retraités ». Ce qui, pour moi, est une rupture d'un contrat social très, très important. Aurait été baisser les pensions de retraite, par exemple. Oui, voilà, baisser les pensions de retraite, pour moi, c'est inacceptable. Écraser de cotisations les salariés, pour moi, c'est inacceptable. Mais vous aviez dit on pourrait augmenter les cotisations patronales. Patronales. Alors, arrêtons-nous une seconde sur ce sujet. Même 2 secondes, parce qu'il est très important. Je précise juste pour nos téléspectateurs qui n'ont pas tout suivi. Cette proposition, vous l'avez faite depuis plusieurs semaines. Ici même sur ce plateau en décembre, on en avait parlé ensemble. Et le gouvernement n'est pas d'accord. Non, et dans des termes d'ailleurs qui sont
assez dures. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, dit clairement c'est non, ce serait une baisse des salaires ou des emplois supprimés. Il donne même des chiffres. Et ce matin encore dans la presse, dans l'opinion, il y a une responsable de Renaissance qui est citée et qui dit, à propos du MoDem, ils vont essayer de faire entendre une autre voix, mais ce ne sera pas audible. Donc là, clairement, c'est une manière de vous dire non merci, François Bayrou. Oui, mais le débat, il existe dans le pays, il existe à l'intérieur de la majorité. Et on peut avoir des débats, c'est pas interdit, c'est même souhaitable. Donc vous maintenez cette proposition. Je sais très bien que le gouvernement n'est pas de cet avis. Et mon idée n'est pas de gêner ou de mettre en difficulté le gouvernement. Mon idée est de chercher la solution pour que, dans les semaines où ce débat va se développer, et peut-être ce dialogue avec les Français, y compris avec les plus contestataires d'entre eux, on puisse regarder s'il y a des marges de progrès. La situation est que beaucoup de Français ont le sentiment qu'on demande les efforts toujours aux mêmes, c'est-à-dire à ceux qui sont au travail, et pas du tout à ceux qui, à la tête des entreprises, ou dans les entreprises, ou les entreprises elles-mêmes. Donc c'est une question de justice. Quand Elisabeth Borne dit c'est un projet de justice, vous dites il peut l'être encore un peu plus. Je pense qu'on peut progresser dans la définition de ce texte. D'ailleurs, le gouvernement, comme vous avez vu, a fait un pas dans la direction que je souhaitais. Alors j'explique pour nos téléspectateurs, il y a un petit basculement de cotisations qui vont être transférées en faveur de la branche qui finance les retraites et on va de ce fait faire un petit effort sur les cotisations qui financent par exemple les maladies du travail, les accidents du travail. Bon, c'est une petite astuce mais ça ne fait pas contribuer davantage les patrons. Vous disiez contribution supplémentaire. Vous voyez, l'expression que vous avez utilisée, oui, même si elle est en raccourci, est une expression qui n'est pas juste. Il ne s'agit pas de faire contribuer les patrons. Il s'agit de faire contribuer les entreprises qui contribuent déjà pas mal. Et j'ai chiffré cet effort à environ 0,7% de la masse salariale, alors que cette année, la masse salariale va augmenter en moyenne de plus de 5%. Mais ça veut dire alourdir légèrement le coût du travail. Ça veut dire, oui. Si vous voulez financer un système de retraite pour qu'il soit à l'équilibre, ou plus exactement, pour qu'il ne connaisse pas de déséquilibre supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas à l'équilibre. Aujourd'hui, les régimes de retraite, le système de retraite est à l'équilibre parce que l'État contribue pour au moins 30 milliards pour retrouver l'équilibre. 30 milliards, ça fait 30 000 millions d'euros chaque année. Mais dès lors que le gouvernement dit on n'augmentera pas les impôts, pas les cotisations, c'est quoi la solution de compromis avec votre proposition? Non, mais d'abord, je ne suis pas dans la recherche d'un compromis avec le gouvernement. J'essaie de regarder comment les Français vont trouver que le nouveau système est juste. Mais alors, par exemple, vos députés du MoDem ne déposeront pas d'amendement pour porter cette proposition? Non, ils sont dans un dialogue avec le gouvernement. La Première ministre l'a dit hier. Elle a dit ce texte n'est pas au bout de son évolution, on va pouvoir discuter avec les groupes parlementaires, et c'est ce que nous allons faire, et ils le font très bien, et ils sont très courageux dans cet exercice. Je veux dire seulement un sujet au moins qui me paraît devoir être très bien précisé, c'est la pénibilité. Il y a des travaux qui sont des travaux usants pour les salariés. Et il faut que tout le monde soit rassuré sur le fait que cette usure, j'évoque toujours la situation des aides-soignantes, je les connais bien dans un organisme comme le CCAS, l'aide sociale de Pau, je vois très bien ce que ça représente. C'est le centre d'action sociale qu'il y a dans chaque commune. Et dans chaque commune, le centre communal d'action sociale. Et la charge, les charges que ces femmes, c'est souvent des femmes, sont obligées de lever, c'est évidemment usant. Donc il faut garantir... ça pourrait être un geste envers les syndicats. Les syndicats, hier, disent, et Laurent Berger le premier, on ne veut pas d'une individualisation. C'est-à-dire que là, le dispositif que propose le gouvernement, c'est une visite médicale pour chacune des personnes concernées, alors même qu'on a du mal à trouver des médecins. C'est vrai que ça crée de l'incompréhension. Est-ce que vous dites que c'est un bon dispositif? Est-ce qu'il faut individualiser, faire une visite médicale? Je pense que tout ça peut être précisé. Ce n'est pas une offense de dire on vérifie si l'organisme de chacun, la situation de santé de chacun des salariés. Mais il est vrai qu'il y a
des travaux pénibles, par exemple des charges à soulever dans plusieurs métiers. Et je suis certain que le gouvernement veut le prendre en compte. Donc vous pourrez aller encore plus loin sur ce sujet. Il y avait 4 critères de pénibilité. En discussion avec les syndicats, le gouvernement en a retenu 3. Oui. C'est déjà un progrès tout à fait considérable. Juste, je disais en introduction, François Bayrou, quand vous êtes venu sur ce plateau en décembre, vous nous disiez que vous étiez favorable à des semaines de discussion supplémentaires. Oui. Il y a eu effectivement un report de la présentation de la réforme. Est-ce que vous avez le sentiment que ce report a servi à quelque chose? Parce que les syndicats sont exactement à la même position qu'au mois de décembre. Peut-être la seule ouverture qu'on voit, c'est que ça a permis de préparer un accord avec les Républicains. Pour le coup, c'est vrai que les Républicains peut-être ont dialogué avec l'exécutif. Oui, mais il ne faut pas restreindre l'effet de ces mois supplémentaires. Je pense que cet effet a été très important. Pour au moins 2 sujets sur les 3 que j'évoquais à votre micro. Le premier de ces sujets, c'est qu'on a pu progresser avec les organisations syndicales sur les carrières longues, sur la pénibilité. Il y a eu un travail de bonne foi qui a été conduit et je crois que les responsables syndicaux le reconnaissent. On a fait des pas en avant dans la précision de ce qui était nécessaire. Deuxièmement, très important, on a évité l'écueil que je trouvais dangereux, de faire une réforme brutalement à l'emporte-pièce par amendement qui aurait été interprété comme un passage en force. Enfin, on a quand même un projet de loi de la Sécu rectificatif, là. Oui, mais c'est un projet, c'est pas un amendement. Donc c'est convenable. Parce que vous avez vu aussi les critiques sur la procédure parlementaire. Il y a ceux qui disent on va avoir 20 heures en première lecture à l'Assemblée nationale, ça va aller à toute allure. Non, c'est pas satisfaisant. 20 jours. 20 jours, vous avez raison, 20 jours. C'est pas la même chose, 20 heures et 20 jours. C'est quand même très rapide parce que ça veut dire qu'il y a certains amendements qui ne vont pas pouvoir être examinés. Surtout que si une partie de l'opposition a annoncé qu'ils allaient en déposer 75 000 et qu'il faut 5 minutes par amendement au moins, alors vous voyez que c'est fait pour empêcher toute discussion. Et je trouve que ça n'est pas une bonne démarche. Ça veut dire que le gouvernement aura raison de passer par 49.3 s'il le faut pour accélérer les débats aussi. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il passera par le 49.3. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres articles dans la Constitution qui permettent d'accélérer, pour un texte de cet ordre, l'examen. Dans les conditions d'examen parlementaire. Oui, et donc, de ce point de vue-là. Ça, c'est la deuxième chose. On a évité l'impression d'un coup de bambou sur la tête qui aurait été donné par le dépôt subreptice ou inattendu d'un amendement, et c'est une chose très importante. Il y a une chose que j'attendais, et on n'a pas réussi à l'obtenir, c'est une démarche pédagogique pour que l'opinion soit informée, chacun des citoyens, précisément de la situation des systèmes de retraite. Donc vous demandez au gouvernement de le faire davantage. Comme vous savez, nous avons fait une analyse au plan qui a examiné la situation financière, budgétaire de notre système de retraite et qui a fait apparaître les déficits actuels. En sachant très bien que toute aggravation irait évidemment dans un mauvais sens. Mais est-ce que vous êtes convaincu que c'est uniquement une question de pédagogie? Parce qu'il y a des Français, d'après les enquêtes d'opinion, les Français sont majoritairement opposés à la réforme. Peut-être qu'en effet, certains ne sont pas informés, mais il y en a aussi qui sont informés et qui sont en désaccord, qui ne veulent pas travailler plus longtemps, pas parce qu'ils n'ont pas compris, mais parce que ce n'est pas leur souhait. Alors, est-ce qu'on peut changer... c'est ce que je crois, l'organisation des carrières professionnelles. Pourquoi est-ce que beaucoup de Français, majoritaires selon les sondages, mais j'attends de voir la réalité humaine. Vous avez raison, ce sont des sondages. Beaucoup de Français, en fin de carrière, ont un sentiment de très grande lassitude. On fait le même métier depuis des années et des années, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de responsabilité supplémentaire. Et quand il y a évolution et responsabilité supplémentaire, la plupart du temps, ils choisissent de prolonger leur carrière. Ils choisissent de rester quelques années de plus pour améliorer leur situation financière, pour améliorer leur future pension de retraite, ou parce que simplement on a de jeunes enfants, et tout ça fait évidemment autant de raisons pour allonger. Et là, quel levier le gouvernement a pour améliorer ça? Sur quoi est-ce qu'il doit agir pour améliorer ça? Je pense que non seulement le gouvernement doit agir, mais les entreprises doivent agir et les syndicats doivent agir. Donc c'est un appel que vous lancez aussi aux entreprises, elles ont une part de responsabilité. C'est l'organisation du travail
qui fait que la France est le pays de tous les pays en Europe où on parle plutôt à la retraite. Et si c'était un système financièrement équilibré, ça pourrait aller. Mais les déséquilibres de ce système menacent la vie de beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Vous entendez, François Bayrou, à votre place hier, il y avait Alexis Corbière de la France Insoumise. Vous citiez tout à l'heure les volontés d'obstruction parlementaire, il faut dire ce qui est, quand on parle de 75 000 amendements. Mais il conteste, au-delà de l'usage du 49.3, les oppositions, le fait que le Parlement aujourd'hui ne soit pas à l'image du pays, des syndicats. Je disais tout à l'heure, 8 syndicats opposés, des Français majoritairement opposés. Vous qui êtes toujours attaché au lien et au respect de la démocratie, est-ce que la démocratie fonctionne bien lorsque on a une majorité qui se dessine au Parlement, mais qu'elle ne reflète ni l'avis des syndicats, ni l'avis du pays à ce stade? Est-ce que la démocratie est de bonne qualité en France? Pas assez. Très loin d'être à un bon seuil. Pourquoi? Parce qu'en France, ça fonctionne toujours de la même manière. Il n'y a de réforme que dans des crises. Chaque fois qu'il y a une réforme, c'est une crise. Je ferai remarquer au demeurant que les gouvernements suivants ne reviennent jamais sur la réforme telle qu'elle a été adoptée. Mais cette conflictualité, cette organisation systématique de conflits sur toutes les décisions à prendre est une mauvaise chose et ça empêche la France d'être ce qu'elle devrait être, un exemple démocratique. Pourquoi? Parce qu'on considère en France que, au fond, les citoyens, ils n'ont qu'un rôle, c'est attendre la décision du sommet et puis soit l'accepter, soit s'y opposer. Et c'est pas comme ça que, pour moi, la démocratie devrait être. La démocratie devrait être ce que j'appelle démocratie de co-responsabilité, c'est-à-dire qu'on devrait considérer les citoyens, ceux qui nous écoutent, les femmes, les hommes qui sont dans la vraie vie, comme des partenaires, des co-décideurs. Et on devrait notamment leur donner tous les éléments pour que se forme leur opinion. Mais d'autant qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se fait. François Bayrou, il y a aussi des gens aujourd'hui qui, quand ils entendent le gouvernement et le président de la République dire « j'ai été élu sur ce projet », disent « mais ils se moquent de nous. On est allé voter au deuxième tour pour faire barrage à Marine Le Pen. Si c'est ça la prochaine fois, on ne se déplacera pas, on n'ira pas faire barrage. Comme ça, on ne nous renverra pas le programme dans la figure. » Vous avez raison, beaucoup de gens le disent ou le pensent, ou un certain nombre le disent ou le pensent. Et c'est vrai qu'une élection ne règle pas la suite du quinquennat. Mais c'est vrai aussi que c'est le projet que le président de la République avait mis en avant. Vous vous souvenez que... Tout à fait. Il a même dit 65 ans, en l'occurrence. Il a même amendé le projet. Mais dans un voyage entre le premier et le deuxième tour dans le Nord, il a dit 64. Il a ouvert le 64. Donc, vous voyez bien que c'était présent dans son esprit. Mais pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas laisser la situation comme ça. La seule certitude qui était celle du président de la République, qui est celle du gouvernement et qui est la mienne, c'est que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas tenable. Ce n'est pas les actifs qui paient les retraites, contrairement à ce que devrait être un système par répartition. C'est le budget de l'État, donc les impôts des Français. Mais ça va tenir combien de temps, François Bayrou? Cette réforme, elle va nous permettre d'être tranquilles pour combien d'années? Parce que c'est là, je crois, 5e réforme depuis le début des années 90. Ouais. On remet régulièrement le sujet sur la table. Il faut y revenir. Là, il y a, et on peut s'en féliciter pour ceux qui seront concernés, beaucoup de concessions qui ont été faites, des gestes sociaux, mais qui vont aussi coûter de l'argent. Est-ce que dans quelques années, il faudra reprendre le travail pour travailler encore plus longtemps? Vous avez raison de poser la question comme ça. C'est absolument justifié. Quand on regarde la réalité des chiffres, je vous disais, au moins 30 milliards par an, 30 milliards d'euros, 30 000 millions d'euros par an, tous les ans. Donc vous nous dites qu'il faudra y revenir, on sera obligé d'y revenir. Je pense que la réflexion qui doit être conduite est une réflexion de long terme, progressive, de retour à un authentique équilibre. Pour l'instant, ce que le gouvernement fait, c'est supprimer ou en tout cas effacer les déficits à venir. Il faudra se demander combien de temps dans sa vie on passe à travailler, pour le dire différemment. Oui, mais il y a une chose que je voudrais dire avec vous. Il y a un sujet qu'il faudra aborder. Je ne sais pas si ce sera dans la période de cette réforme, mais c'est la gouvernance des systèmes de retraite. Qui décide? On a, comme vous savez, à l'heure actuelle, 42 régimes de retraite. Si on croit que c'est viable, 42 régimes de retraite, moi je crois qu'on pourrait simplifier tout ça. Et on en termine. Mais la question c'est
comment les décisions sont prises et par qui pour faire évoluer les régimes de retraite. Et vous souhaitez que ce soit par qui? Il y a un très bon exemple. C'est les régimes de retraite du privé qui s'appellent Agirc-Arcos. Où là, ce sont les partenaires sociaux qui décident. Où là, ce sont les partenaires. Et ils ont fait toutes les adaptations nécessaires. Comme ils avaient la responsabilité, donc vous comme c'était leur régime de retraite, moi je souhaite qu'on ait une gouvernance qui puisse en temps réel, au travers du temps, corriger les difficultés. Et je suis sûr que les partenaires sociaux y ont leur place. Ils l'ont prouvé. Et n'ont donc pas imposé les décisions d'en haut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour qu'elles soient mieux comprises, pour qu'elles soient partagées. Merci beaucoup, François Bayrou, d'avoir été avec nous ce matin, pour nous éclairer.